Les amis, salut à tous de Tech Planet GT. Je viens de passer un mois à bord de la MG4 dans la vraie vie pour une voiture électrique qui coûte moins cher que la concurrence. Et la question que je me posais, c'est est-ce que pour moins cher, je peux avoir aussi bien, que ce soit sur le style, que ce soit sur la vie à bord, que ce soit sur la praticité d'une voiture électrique, qu'est-ce que la MG4 peut nous offrir qui justifierait qu'on aille voir MG plutôt que la concurrence? Du coup, dans cet essai, je vais vous donner un maximum de détails pour définir si c'est une voiture qui peut répondre à vos attentes. Alors, soyez prêts et que l'intro commence. Et les amis, juste avant de commencer, évidemment, on va remercier le sponsor de cette vidéo qui est Electra, des stations de recharge disponibles partout en France. Et avec le code PLANETGT, vous aurez le droit à 30% de réduction sur votre première recharge. Alors tu vas me dire pourquoi choisir Electra et pas un autre? Regarde, là je suis sur Android Auto, l'application Electra est disponible et je peux choisir à proximité les stations disponibles et je vois s'il y a de la place disponible, le prix de la recharge et réserver directement mon emplacement. Alors évidemment, l'application est également disponible sur ton téléphone. Il y a de la recharge rapide jusqu'à 300 kW, tu peux payer en carte bancaire directement sur la borne. Et je dois aussi te parler du service autocharge qui permet simplement de juste brancher son véhicule. Pas besoin de carte, pas besoin de s'identifier, elle est reconnue et la charge se lance. Magique. Alors si toi aussi tu veux découvrir les services offerts par les stations d'Electra, qui est d'ailleurs le partenaire officiel de MG, profite des 30% de réduction avec le code PLANETGT et merci à Electra de soutenir la chaîne. Il est maintenant temps de se pencher très en détail sur la surprenante MG4, alors installe-toi paisiblement. Et on va commencer cet essai en parlant du faciès de cette MG4, parce que vous le remarquez tout de suite sur les images, il est particulier et je crois que c'est intentionnel. Le truc, c'est que d'un côté, ça fait qu'il y en a qui n'aiment pas du tout cette voiture, et de l'autre, si on parle du grand public, si on parle des gens que j'ai pu croiser au cours de ma découverte de la voiture, clairement, je crois que MG s'est positionné au bon endroit. Parce que le but du jeu, il est relativement simple, faire en sorte que la voiture soit remarquable et en même temps se démarque de la concurrence. Ça nous donne donc cette bouille très particulière. J'aimais bien la description sur les essais de la version X-Power de Patrick Garcia, qu'il a dénommé racaille de Shanghai. Et il y a vraiment cette intention d'en faire une voiture agressive avec un faciès relativement racé, on le voit dans la finesse des feux, dans l'agressivité de cette chute de capot et aussi dans la manière dont ils sont venus tracer un petit peu le capot, le sculpter de manière intelligente, et même sur toute la partie pare-choc, vous voyez vraiment que le but du jeu, c'est de créer une sorte d'agressivité, pas trop violente pour autant, et ça marche bien parce qu'en réalité, en comparaison avec la Mégane électrique, le Cupra Born ou même la Volkswagen ID.3, c'est la voiture la plus agressive, la plus racée, et c'est un élément qui peut plaire au public. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il faut le dire, il y a quand même une volonté de faire en sorte que quand tu vois la voiture, un avis se dessine, qu'il soit positif ou négatif. Ce n'est pas une voiture qui te laisse de marbre et c'est un point intéressant puisque MG essaye de s'installer. D'ailleurs, c'est très intéressant d'observer le profil parce que généralement, ça permet vraiment de juger du niveau d'effort qu'un constructeur a essayé de mettre dans son véhicule en termes de design. Et je crois que c'est le véhicule le plus sculpté qu'on ait dans son segment. Pour être honnête, c'est intéressant parce qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'on est sur un véhicule électrique, ce qui veut dire que dans le plancher, vous avez tout un pack batterie qui fait rehausser un petit peu la zone de vie et donc augmente la hauteur de la ceinture de caisse. C'est logiquement pour cela que vous avez cette grosse remontée de bas de caisse dans les portes qui permet de diminuer un petit peu l'impression de hauteur. Vous le voyez, vraiment, le but, c'est de venir aussi pincer un petit peu la taille de la voiture et lui donner un caractère un petit peu plus important. Et ces efforts de style continuent même à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on a une sorte de chassé croisé de plis de carrosserie qui ici viennent faire naître une zone d'appui qui, encore une fois, pose l'arrière-train de la voiture. Vraiment, en termes de design automobile, c'est des détails qui sont appréciables. En plus de ça, vous le voyez, même ici, le passage de roue ressort encore un petit peu. Vraiment, ça assoit la voiture et en même temps, ça vient faire naître le gros bloc qui va créer la signature lumineuse. Et là, c'est popotin. Alors, vous me permettrez de m'asseoir pour vous parler du popotin, j'ai donné trop d'énergie les amis. Il a un défaut, pour commencer, il est positionné assez haut. Et clairement, c'est parce qu'on parle d'un véhicule électrique, encore une fois, la batterie en partie basse qui relève la cellule de vie, et donc on a un popotin haut. Mais globalement, en termes de style, c'est plutôt bien fait, notamment sur la version Luxury que j'ai ici, parce qu'on a le double béquet qui ne sera pas disponible sur la version standard, mais qui vient donner ce côté sportif, encore une fois, à la voiture, et même quand vous la verrez de haut, vraiment, ça lui donne une petite gueule qui fait la différence.
France. La signature lumineuse, honnêtement, j'apprécie. On a ce gros trait épais qui vient souligner la ceinture de caisse et en même temps qui est découpé par le logo MG positionné de manière imposante en zone centrale, parce qu'encore une fois, ils veulent s'imposer en Europe et ils ne s'en cachent pas. Et après, juste en dessous, ils sont venus creuser dans la carrosserie pour éviter d'avoir une face arrière trop droite, pour vraiment donner ce côté un petit peu musclé et encore une fois, poser un peu la voiture. Et juste après, partie par choc, ils découpent de manière un peu inversée pour donner du dynamisme quand vous allez observer la voiture de profil, ce qui est un bon point. Et en plus de ça, toujours dans cette volonté de sportivité, de voiture un peu musclée, on a une sorte de gros diffuseur fait pourtant de plastique et uniquement, mais par des jeux de teintes et aussi de texture, on arrive à une voiture qui franchement est plutôt caractérielle dans son popotin. Encore une fois, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi ce que j'apprécie, c'est de voir qu'ils ont essayé de lui mettre de l'épaulement, d'avoir une voiture qui a un caractère particulier et qui sort du lot. Vous la mettez à côté d'une Mégane électrique, d'une ID3 ou d'un Cupra à bord, la MG4 a une identité qui lui est propre. Et ça, c'est bon pour se faire remarquer par la clientèle, particulièrement quand elle est grand public. Le design c'est super sympa, très honnêtement, mais il y a une vraie question qu'on doit se poser dans cet essai. Du point de vue du grand public, qu'est-ce qui fait une bonne voiture aujourd'hui ? Parce que pour ma part, moi qui ne roule pas beaucoup en dehors des essais, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas besoin de grand chose. Une voiture plutôt confortable, avec l'électrique c'est déjà gagné, silencieuse au possible pour des trajets courts, et en plus de ça, un petit peu de puissance. Encore une fois, l'électrique apporte ça, avec un petit peu de techno. Déjà moi, Android Auto ça me va, donc si le système natif est bon, c'est déjà une bonne base, et un peu d'espace, je suis content. En réalité, en 2023, faire une bonne voiture est assez aisé, encore plus avec les atouts silencieux de l'électrique. La vraie question que l'on doit se poser consiste à savoir à quel point le fait que la MG4 soit moins chère que ses concurrentes peut faire perdre en qualité de prestation à ceux qui la choisiront. Et les amis, évidemment, parlons un petit peu de cet intérieur. Honnêtement, très intéressant parce que c'est simple, efficace. On notera que sur cette version, j'ai une option qui est l'intérieur coloré qu'ils appellent gris, qui franchement rehausse un petit peu le niveau de lumière et ça fait du bien. Mais sinon, ce qui est assez surprenant, c'est que clairement, MG se pose au bon niveau. Je vous rappelle que j'ai passé une semaine il y a plusieurs mois dans la Mégane électrique qui était vraiment appréciable. Mais honnêtement, dans la MG, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit low cost, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit premium, mais que pour autant, à chaque fois que je monte dans la voiture, je me dis, il y a juste ce qu'il faut. Et c'est assez appréciable. Alors, comment ça se présente ? Tout simplement avec un grand écran central de 10 pouces environ. On a également un grand écran derrière le volant qui fait que, comme vous pouvez le voir, le volant est assez conséquent. Ça, c'est le point un peu surprenant quand vous découvrez la voiture. On a également ici une zone en suspension qui rappelle un petit peu ce qu'on a sur la Mégane électrique, qui va vous permettre d'avoir sur la version luxurée une zone de charge à induction ici, une petite molette qui est trop pratique, qui vous permet de faire quoi ? Et bien tout simplement d'aller en marche arrière, en marche avant, ou si vous appuyez sur P, de mettre le mode parking, évidemment. Et ensuite, voiture électrique oblige, on a pour le coup pas mal de rangements en zone centrale et ça fait plaisir parce que comme vous pouvez le voir, regardez, on a de quoi mettre nos petites bouteilles. Derrière vous allez avoir port USB, port allume-cigare, vous allez avoir un grand rangement qui est assez appréciable. La dernière fois je devais ramener de la sauce à ma mère, je l'ai posé là et honnêtement, anecdote toute bête, mais le fait d'avoir un rangement dans lequel tu sais que peu importe ce qui va se passer sur la route, ton contenant va pas se barrer, ça fait plaisir. Ici, le petit filet, c'est un détail ce petit filet, mais honnêtement, mon petit jeton, je sais toujours en un coup d'œil qu'il est présent et ça, c'est agréable. Et en plus de ça, encore du rangement les amis, regardez, ici, grosse zone sous la couloir qui va vous permettre de mettre pour le coup pas mal de choses. Il manquerait plus que ce soit réfrigéré et on serait trop content. Franchement, c'est simple, efficace. La zone d'aération, vous pouvez le voir, le placement est plutôt bon. On note également les boutons physiques sous l'écran tactile, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On a une boîte à gants qui n'est pas incroyable en termes de volumétrie, ça c'est le petit point dommage. Mais ce que je note principalement dans cette voiture, c'est je me sens bien dedans. On a de l'espace pour vivre, c'est un vrai véhicule électrique. Dans ça se ressent et ça fait plaisir. Globalement, l'agencement est plutôt bon et il y a ce qu'il faut au bon endroit. Également, il faut savoir que du coup...
sur le pare-soleil, vous avez des petits miroirs de courtoisie, mais sur la version entrée de gamme, je crois que ce n'est pas le cas. Merci POA pour l'info. Et ce que je dois également noter, c'est évidemment les sièges qui, ici, franchement, je dois le dire, ils sont ultra confortables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ma version, le siège conducteur est électrique, pas le passager. Et en plus, les deux sièges ici sont chauffants et le volant également est chauffant. Ça, c'est des options propres à la version Luxury. Et ce coloris, c'est trop bien. Pour 650 €, vous avez un intérieur qui prend de la lumière. Je crois que ce petit gris clair également, ça fait partie de l'option. Sinon, vous avez un intérieur full noir qui est forcément un peu plus triste. En confort, franchement, c'est trop bien. Et juste, sachez que cette petite bande orange, moi j'ai la voiture orange, donc on pourrait croire que c'est une association en fonction de la couleur extérieure. Non, non, vous la prenez en bleu, vous la prenez en rouge, vous la prenez en noir, vous aurez quand même cette petite bande orange. Et c'est Julien de chez POA qui notait que c'est un petit peu tape à l'œil. Sur ma version orange, ça marche trop bien. Effectivement, sur des autres coloris, ça pourrait être embêtant. Mais globalement, cet intérieur d'MG, comment je l'aime bien. C'est simple, efficace, il y a juste ce qu'il faut au bon endroit. Et après, il faudra qu'on parle multimédia, etc. Mais pour le coup, première présentation, bon, bien joué. Franchement, bien joué. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant que tout est parfait. Regardez là, j'ai la clé, la voiture est fermée. Et sur la MG4, il y a un système d'ouverture main libre. Ce qui veut dire que là, théoriquement, non, vous voyez, ça n'ouvre pas les portes, pareil, elle est verrouillée. Il faut absolument qu'à chaque fois, je vienne appuyer sur ce petit bouton pour ouvrir la porte. Alors, c'est un détail, on est d'accord? Pareil pour la fermer, regardez, il faut que j'appuie. Et là, la voiture est fermée. Alors certes, c'est du démarrage main libre, mais tu as envie d'arriver sur ta voiture et de pouvoir l'ouvrir directement si elle détecte la clé. Mais non, à chaque fois, petit bouton, et ensuite je peux rentrer. Justement, il y a un truc qui me rend fou à l'intérieur de cette voiture, il n'y a pas de bouton démarrer, ce qui est un très bon point parce que ça veut dire juste, théoriquement, je mets là la molette et je mets marche avant, marche arrière, je pars. Sauf que là, elle n'a pas pris en compte le fait que j'ai mis marche avant. Là par exemple, tu vois, avec les reflets, je vois clairement pas l'écran. Alors, je suis un feu, donc c'est pas très grave, mais la caméra 360 s'est activée et il faut vraiment vouloir faire un effort pour voir l'écran comme il se doit. Il y a une sorte de protocole qui techniquement à un moment doit te dire que la voiture est ready. Là, ça a marché. Et là, je peux mettre la marche avant. Et le nombre de fois où ça n'a pas voulu fonctionner, je suis là, je lâche le frein, je réappuie sur le frein, je comprends pas. Ça rend fou. Par contre, il y a un truc très relou dans la voiture, c'est qu'elle ne vous signifie pas quand vous avez oublié votre téléphone. Donc là, je le fais sonner chez moi et en fait, il est dans la voiture. Et quand je quitte la voiture et qu'il est branché, elle me dit pas « ton téléphone est encore dans la voiture, pars pas ». Et aussi, petit point à noter, on a des ampoules sur le plafonnier. Alors ça se fait extrêmement rare, c'est un petit détail, c'est pas très grave, mais quand même, faut le noter. Et alors, la question va être aussi aux places arrière. Est-ce que cette voiture elle peut être considérée comme une bonne familiale? Là, le siège est réglé pour moi devant. Et vous voyez que pour un adulte, il n'y aura pas une tonne de place. Et encore, moi, ça va. Le truc, c'est que j'ai mis ma fille pendant tout ce temps à l'arrière de la voiture avec son siège enfant. Et clairement, elle était parfaitement installée pour passer du temps dans la voiture. Et elle m'a même dit, papa, faut qu'on achète cette voiture. En plus, les petits points cool, c'est que vous avez les emplacements pour ranger le téléphone. Regardez là, pour tourner, je peux mettre mon ordinateur derrière. On a uniquement un port USB type A à l'arrière de la voiture. Ça, c'est un point peut-être un peu dommage. Et il y a une grosse zone de rangement ici. Ça fait aussi plaisir. On peut facilement glisser ses pieds sous les sièges. Et autre point à noter, c'est que comme on est sur un véhicule électrique, vous voyez qu'il n'y a pas de tunnel central. Donc évidemment, en termes d'espace, c'est un pur gain, même pour la place du milieu. Et il n'y a pas d'accoudoir. J'étais en train de vérifier parce qu'évidemment, je conduis la voiture, je n'étais pas trop allé à l'arrière. Mais franchement, d'ailleurs, un point aussi à noter, c'est que le confort est plutôt agréable. Aussi, on n'est pas trop haut. Ça, c'est le point que je note sur une voiture électrique. Par exemple, sur la Mégane, j'avais un peu l'impression d'être haut, je crois, sur la banquette arrière. Et en termes de positionnement, franchement, je suis vraiment bien installé. Donc, je crois qu'elle a de vrais bons points, cette petite MG4. Et évidemment, le point coffre. Alors, on est à 350 litres sur cette version Luxury. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que ça peut paraître petit, par exemple, par rapport à la Mégane qui en offre plus, mais la question, c'est dans la vraie vie, c'est comment? Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça suffit pour balader plein de choses. Là, j'ai enlevé, mais j'avais une machine à coudre qui traînait dans le coffre depuis des semaines et elle ne m'a pas posé problème pour poser des courses, etc. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que ce n'est pas un coffre qui va vous proposer une trappe en dessous. Ah, je galère à soulever la planche. Il y a un kit de secours, mais il n'y a rien. Sur la Mégane, par exemple, vous avez toute une zone où vous allez pouvoir mettre vos câbles de chargement. Aouh! Je me suis coincé le doigt. Et là, vous voyez, je suis obligé de les poser ici. Ça, c'est le point qui est un peu embêtant. Après, en termes de volume, honnêtement, regardez, je vais enlever ce petit truc. Et je trouve que
c'est pas si mal pour le quotidien. Pour faire des usages classiques, on a une banquette 2 tiers, 1 tiers sur les versions Luxury. Je crois que sur une version standard, ce ne sera pas forcément le cas. C'est à vérifier. Mais vous voyez que si demain, vous devez déplacer par exemple une petite machine à laver, vous pourrez quand même le faire et vous pouvez optimiser au besoin votre coffre. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et autre petit point intéressant, on a une LED qui est placée ici et aussi la fermeture est ultra pratique, regardez. Simple, efficace. Alors les amis, là on va rentrer dans le vif du sujet avec des vrais détails observés au quotidien. La voiture est compatible Apple CarPlay et Android Auto, donc on est super content. Le seul truc, c'est que c'est disponible uniquement en filaire, donc là tu es un peu déçu. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez du coup cette petite zone de charge d'induction sur laquelle vous pouvez venir poser votre téléphone. Mais comme Android Auto, par exemple, est disponible qu'en filaire, évidemment, il faut que tu fasses ta connexion. Sauf que les ports USB, ils sont où? Ils sont en partie basse. Donc au début, tu es là et tu te dis, je vais vraiment devoir laisser un câble traîner comme ça en galère. Sauf que non, MG était un peu intelligent. Et en fait, ce qu'ils te permettent de faire, c'est d'enlever le petit support de charge induction. Et tu as une sorte de zone qui te permet de faire passer un câble que tu peux ensuite venir caler ici, là, comme ça, bam. Regarde, hop, il est calé et tu viens replacer ta zone de support. Alors, il faut réussir à retrouver les trous d'éclipse, mais ça se fait assez aisément. Et une fois que c'est calé, à chaque fois que tu montes dans ta voiture, c'est un peu embêtant, mais tu branches ton fil qui reste disponible. Donc déjà, tu dis, ils ont un peu pensé au truc. Le truc, c'est que cette zone de charge à induction, bah, clairement, tu vois, elle n'est pas pensée pour que ton téléphone reste à sa place. Donc, à chaque fois que tu vas mettre une accélération, si tu ne fais pas attention, ton téléphone s'en va. Combien même il est branché à ce câble USB. C'est-à-dire que certes, il est là, mais comme le téléphone continue de bouger, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des déconnexions fréquentes et c'est trop embêtant. C'est-à-dire que vous allez avoir deux solutions. Soit trouver un moyen de faire en sorte que votre téléphone ne bouge pas, soit avec une surface adhérente ou une coque en plastique, ou vous savez, qui va faire que le téléphone ne bouge pas, soit juste vous créez une sorte de contour autour de cette zone de charge à induction qui fait que votre téléphone ne peut plus déraper. Par exemple, je viens de trouver ce petit support de téléphone à 2,49 € à Carrefour, regardez, ce serait parfait pour la MG4. Mais ça, c'est un premier point critique qui est assez embêtant au quotidien et vraiment, ça, j'espère qu'ils peuvent le régler assez rapidement parce que ça tiendra à rien pour que ce soit quasi parfait. Et ensuite, si vous avez besoin d'Android Auto ou d'Apple CarPlay de manière fréquente, sérieusement, achetez-vous un adaptateur sans fil. Ça vous coûtera un peu d'argent, mais ça vous facilitera tellement la vie. Premier point, il faut maintenant qu'on jette un coup d'œil au système multimédia, qui honnêtement est assez surprenant d'efficacité. J'avoue que pour une marque qui vient d'arriver, tu pourrais t'attendre à plus de défauts. Regardez l'interface, c'est simple, lisible, et franchement, il n'y a pas 40 000 trucs à comprendre et pas 100 000 sous-menus. Vous avez de manière claire sur la page d'accueil la possibilité d'avoir des raccourcis ici, mais également la zone de navigation, la zone pour tout ce qui va être lecture multimédia, la zone électrique, la météo, et ici, toujours disponible, l'accès à Apple CarPlay ou Android Auto qui passe en noir quand vous avez un des deux qui est disponible. Là, en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi, il veut plus reconnaître mon téléphone et j'ai pas le temps de rebooter la voiture. Ensuite, si vous en voulez plus, vous swipez un petit coup et là, vous avez un petit peu plus de menus. Vous notez également qu'ici, vous avez un raccourci vers les feux de brouillard. Ça, c'est trop marrant, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis là. Vous avez des petites indications sur la radio, par exemple, et ici, un petit raccourci qui vous amène directement sur l'interface de clim qui, encore une fois, même si elle est par l'écran tactile, est relativement efficace avec le raccourci vers le volant chauffant, les sièges chauffants, côté passager également, et des petites zones de contrôle. Donc, jusque-là, franchement, c'est plutôt simple. En partie basse, on est content. On a des boutons physiques pour activer et désactiver le chauffage climatisation, des embuages également, warning, bouton vers l'accueil. On est content d'avoir une zone physique, ça peut être utile. Et après, le volume également, gérable de manière physique pour le passager par exemple. Ça fait plaisir. En plus de ça, les amis, si vous swipez de chaque côté de ces petits raccourcis vers la clim, vous allez avoir des raccourcis sur l'écran. Et ils sont assez appréciables. Luminosité, volume des différents interfaces qui peuvent rentrer en contact avec la voiture, le système, donc activer Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et pareil, partie véhicule, donc verrouillage des portes, ESC off, maintien automatique. Ça, c'est plutôt sympa, mais on va y revenir. Ce qui peut également être intéressant de noter, c'est que à partir du volant, vous allez pouvoir avoir deux touches de raccourci assez intéressantes, puisque en fonction de vos besoins, vous allez dans commodité, et par exemple ici, si je vais là, je peux choisir différents éléments qui vont être mappés sur le bouton. Donc là, par exemple, moi je l'ai mis sur les modes de conduite. Et de l'autre côté, côté droit, j'ai mis la caméra 360. Évidemment, pourquoi? Ah voilà, caméra non, j'ai changé. Donc je mets caméra 360 et si j'appuie,
caméra 360. Ça c'est cool. Mais là, à ce moment-là, je me dis, pourquoi les amis, si je le souhaite, je pourrais pas, par exemple, mettre le mode one pedal? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez monter dans votre voiture, si vous voulez mettre le mode one pedal, donc la voiture démarre comme ça, vous allez devoir faire ça, et ensuite l'activer sur l'écran. Je ne peux pas passer par les boutons du volant. Et ça, comme il est désactivé à chaque fois, tu voudrais pouvoir l'activer facilement. C'est frustrant. En plus de ça, la voiture démarre à chaque fois en mode normal. Donc moi, par exemple, avec la puissance que j'ai, je roule tout le temps en mode éco. Mais à chaque fois, je dois venir réappuyer, faire tout le tour des modes pour revenir sur le mode éco. Ça me frustre. Pourquoi je peux pas garder mon mode éco en mémoire? Ça, c'est les petits éléments qui sont embêtants. C'est des petits détails qui pourraient être changés via mise à jour. À noter également que vous avez quand même pas mal de réglages sur les assistants de conduite. Clairement, ils vous laissent pour le coup beaucoup de contrôle. Donc c'est assez sympathique. Ça, c'est cool. Et vraiment, à travers ces interfaces, je trouve qu'on a quand même vraiment la main sur pas mal de choses. Et en plus, vous pouvez le voir, ça répond plutôt bien. Donc sur ça, franchement, j'ai rien à dire. Vraiment, il y a très peu de moments où le système, je l'ai trouvé relou. Même sur la partie électrique, on peut aller jeter un œil. Globalement, vous avez ce qu'il faut. La gestion, l'autonomie. Vous pouvez également avoir accès au préconditionnement de la batterie. Donc là, par exemple, je pourrais mettre chauffage intelligent de la batterie et faire en sorte que, grâce à la pompe à chaleur, etc., la batterie soit à température optimale, notamment quand je vais aller charger. Ça, c'est des éléments appréciables. On a également le V2L que vous allez pouvoir gérer ici. V2L qui permet, par exemple, d'utiliser l'énergie de la batterie pour charger un élément extérieur à la voiture. Mais il faut un adaptateur spécifique. Mais globalement, cette interface est top. Là où elle est un petit peu relou, c'est si on va dans musique, par exemple, et que j'essaye de mettre la radio. Alors, forcément, c'est le moment où je sais plus comment je vais accéder à la radio. Je sais plus. Je sais plus comment je vais. Pardon. Et que j'appuie, regardez ce qui va se passer. Et là, forcément, quand je vous le dis, ça s'affiche tout de suite. Mais il y a des moments où vous avez des petites lenteurs dans le système. Je crois que c'est un système qui est fait sous base Android. Parce qu'il y a des moments où si vous voyez le clavier, regardez, si je mets le clavier, ça ressemble vraiment à un clavier de système Android. Et globalement, je sens qu'ils sont dans la bonne voie. Ça m'a l'air déjà bien mieux que ce que j'avais pu observer sur le MG Marvel Air, il me semble. On touche quelque chose. J'aimerais juste que l'heure soit affichée en toutes circonstances. Parce que quand vous êtes sur la page d'accueil, c'est affiché, c'est cool. Mais par exemple, si je vais dans la zone véhicule, vous voyez qu'en haut, là, vous n'avez pas l'heure. Là, je l'ai derrière mon écran, mais le passager n'a pas l'heure en toutes circonstances, sauf si on est en toutes circonstances, sauf si on est sur la page d'accueil. Et c'est un peu dommage. Mais honnêtement, au quotidien, c'est un système qui m'a l'air vraiment bien pensé. Il aurait besoin de quelques mises à jour, optimisation pour rendre l'utilisation de la voiture et le maintien, la sauvegarde des préférences qui vont vous être personnelles plus simplement, que ça reste accessible. Ça, c'est le point qui est frustrant. Mais en dehors de ça, franchement, pour une marque qui, entre guillemets, s'installe tout juste, c'est déjà assez fort. À savoir qu'en plus, moi personnellement, j'utilise juste Android Auto. Et d'ailleurs, ce serait vraiment cool qu'on puisse facilement naviguer entre Android Auto et le système multimédia MG. Mais ça, c'est un problème qui est partout présent chez tous les constructeurs. C'est vraiment difficile de passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et ça, c'est le truc frustrant. Mais globalement, franchement, c'est plutôt bon. Pour ce que vous payez et pour se dire est-ce que c'est vraiment moins bien que ce que peut proposer le système de Android automotive de Renault? Franchement non. Franchement, pour ce que vous payez, c'est pas mal du tout, c'est même plutôt très bien. Un exemple concret, les amis, c'est que là, je viens de rentrer des essais de la nouvelle BMW série 5 électrique qui fait 340 ou même 601 chevaux. Et je récupère ma MG4. Et là, je vous avoue que j'ai pas de sentiment de frustration, alors qu'il y avait une tonne de technologie dans cette BMW, qu'en puissance, en ressenti de conduite, c'était de la folie. Et ben, je rentre à la maison avec ma petite MG4 et j'ai tout ce qu'il faut dans la voiture, mon petit Android Auto, une voiture très confortable à conduire. Et pour beaucoup d'entre vous, vous aurez le même ressenti que moi, c'est largement plus qu'il n'en faut. Un petit point aussi sur la caméra 360, je la trouve honnêtement convaincante. Vous allez évidemment avoir la possibilité de regarder sur les côtés. On voit les deux roues. Regardez, si je tourne la roue, on voit que ma roue avant est visible. On a également évidemment caméra arrière, regardez, et caméra latérale gauche. Et globalement, on a aussi la vue satellite, qui permet par exemple, si je me mets en marche arrière, hop, petite marche arrière, d'avoir une indication des distances quand on se rapproche d'un obstacle. Attendez, regardez, hop, normalement, hop.
Voilà, regardez. Et hop, là, je sais que je suis très proche du poteau. On ne s'emballe pas. Je pourrais également le regarder ainsi. Et là, je vois que, non, je le vois pas. Donc, je réutilise ma caméra arrière. Ça marche plutôt bien. D'ailleurs, parlons également de l'usage de nuit. La caméra perd forcément en définition avec pas mal de bruit dans l'image, mais reste pour autant utilisable et une aide appréciable pour éviter de rentrer en contact avec des obstacles. Les fenêtres de série proposent d'ailleurs le switch en plein phare automatique et cela fonctionne plutôt bien en plus de très bien éclairé pour plus de sécurité. Et évidemment, on va aussi parler de l'écran derrière le volant, qui n'est pas aussi grand que chez d'autres constructeurs, mais qui pour autant est vraiment très pratique. Côté gauche, vous allez avoir tout ce qui est assistance de conduite, dont vous pourrez prendre la commande avec le bouton volant côté gauche de votre volant, logiquement, et qui va vous permettre d'avoir accès au régulateur de vitesse, au maintien dans la voie. Par exemple, vous aurez des lignes bleues pour vous indiquer qu'il est activé, et en partie basse, vous allez avoir les modes de conduite. Donc par exemple, si je me mets en marche arrière, vous voyez, hop, ça s'indique ici. En zone centrale, on a ce panneau qui, quand il a lu une vitesse sur la route, vous l'indiquera ici. Là, vous avez votre vitesse et là, votre autonomie et niveau de batterie. Et en partie basse, les modes de conduite. Donc là, par exemple, je suis en mode sport et sur mon volant côté gauche, j'ai mappé pour changer les modes de conduite. Donc quand j'appuie, vous voyez, je peux passer d'un mode à l'autre. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, je puisse pas faire un double appui et tout de suite passer sur le mode normal ou éco, celui que j'aurais mis. Même triple appui pour avoir plus de possibilités de personnalisation. Ça, j'espère qu'ils pourront le changer. Et après, côté droit, ça va être la zone vraiment intéressante pour une raison simple, c'est que là, c'est vraiment la zone de commande. Donc, par exemple, là, j'ai la radio activée. Si j'appuie sur la grosse molette côté droit, vous allez voir que je peux passer dans les modes. Quand je suis, par exemple, sur un album ou sur Android Auto, je peux pas avoir un contrôle détaillé comme ça, par exemple, sur les titres d'un album. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, je vais à droite. Hop, on va à droite et là je vais avoir les informations concernant la voiture, donc là c'est les pressions. Je peux également avoir les zones, l'ordinateur de bord. Avec la partie haute, au bas, je pourrais facilement aller sur d'autres informations. À droite, ça va être la répétition du GPS, à savoir que par moment, je crois que ça marche avec Android Auto, mais également avec le GPS de la voiture, ça c'est évident. Et après, une zone de réglage. Donc par exemple, si je vais dans le niveau de luminosité, vous voyez, je peux baisser la luminosité de l'écran. Donc ça aussi, c'est un petit truc cool qu'on puisse contrôler directement à partir de la voiture. Ça, c'est des éléments intéressants. Et franchement, c'est juste les informations dont on a besoin. À noter un dernier truc, ce que vous voyez ici en partie basse à droite, c'est le mode de frein régénératif. Donc là, je suis niveau 3. Et comme j'ai mappé directement sur la touche favori de mon volant à droite, je peux les changer. Donc là, je passe en mode auto, mode 1, mode 2. Moi, je l'ai toujours laissé en niveau 3. Et là, le pourcentage power, en fait, c'est le niveau de puissance que vous utilisez par rapport à la puissance totale de la voiture. Donc, essayez de rester un petit peu bas, vous améliorerez votre autonomie. Mais honnêtement, cet écran est juste bien fait avec la possibilité qui serait top sur le volant d'avoir plus de touches de raccourci sur les deux boutons étoiles. Ce serait vraiment top. Les amis, évidemment, on va aussi parler de la recharge puisqu'on est sur un véhicule électrique. N'oubliez pas mon petit code de réduction et notre sponsor Electra, moins 30%. Et la voiture, dans cette version 64 kWh de batterie, peut monter jusqu'à 140 kW. Et de ce que j'ai pu constater à travers mes différentes recharges, c'est que c'est réel. Je suis monté, je crois, jusqu'à 138. Et honnêtement, toutes mes recharges se sont bien passées. J'ai pas pu tester la charge à la maison, malheureusement. Mais globalement, l'expérience a juste été bonne. La voiture pose pas trop de soucis. Le truc à noter tout de même, c'est que la voiture ne dispose pas, pour le moment, mais ça devrait arriver, d'un planificateur de charge. Donc c'est vraiment un point important que je suis obligé de souligner, même si la MG4 est top, il faut quand même noter ce point qui pour certains, mais je ne crois pas que ce soit une voiture que tu achètes si tu fais des longs trajets, est à noter. Évidemment, du coup, il faut se doter des applications, par exemple l'application Electra, mais si vous êtes en mesure de surmonter ça, vous allez avoir une expérience électrique assez appréciable. Et les amis, on parle un petit peu conduite rapidement. Cette voiture est surprenante pour une raison simple, c'est que c'est trop facile, c'est confortable, on a de la puissance, on a une voiture qui est agréable à utiliser au quotidien avec une vraie approche électrique dans l'espace intérieur qui font qu'on est vraiment à l'aise à bord. Déjà, on va parler rapidement en ville et quand on roule à petit rythme, qu'est-ce que c'est bien? Là, j'ai mon mode one pédale qui veut dire que par exemple sur le Dodan qui va arriver en face, tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher la pédale et la voiture ralentit délicatement et hop, je remets légèrement les gaz pour passer. C'est tellement facile qu'on y prend goût, surtout dans un usage en ville. Regardez, là, je n'ai pas la priorité, je relâche tranquillement et la voiture s'arrête toute seule. Je n'utilise pas ma pédale de frein. Je laisse passer cette petite Golf et hop, je remets les gaz et tout
délicatement, la voiture repart. Je pourrais mettre un gros coup d'axel si je le souhaite, mais non, on fait ça de manière progressive parce qu'on a 200 chevaux et c'est plus qu'assez pour, au quotidien, quasiment n'avoir besoin que du mode éco pour tout faire. De temps en temps, je roule en mode normal. D'ailleurs, c'est comme ça que la voiture démarre, donc des fois on oublie. Et après, au besoin, vous avez également le mode sport qui vous permettra de faire un dépassement sans aucun souci. Il faut vraiment se mettre en tête que là, on parle d'un véhicule qui doit être dans plus rapide que 90 voire 95% des véhicules qui roulent sur la route actuellement. Donc, clairement, avec la puissance de l'électricité, eh ben c'est trop facile, c'est trop agréable, c'est tellement fluide, on a l'impression d'être sur un tapis volant ou une sensation. Imaginez l'accélération que vous avez dans un tramway. Vous savez, ce truc très progressif, très fluide, eh ben c'est ce que vous permet. Qu'est-ce qui se passe, les petits potes? Eh bien, c'est ce que vous permet d'avoir une MG4 et une voiture électrique au quotidien. Là, c'est à votre disposition et c'est du bonheur. Point noté, angle de braquage incroyable, qui fait que la plupart des demi-tours que vous aurez à faire se feront en une fois et c'est un très bon point. Autre chose, là je le note actuellement, c'est que la voiture est un peu ferme à mon goût. Alors, qu'on soit très clair, ce n'est pas extrêmement ferme, ce n'est pas une voiture inconfortable, vos passagers ne vous diront pas que votre voiture est complètement tape-cul, mais sur cette version Luxury, batterie 64 kWh et 200 chevaux de puissance environ, clairement, certaines personnes pourront potentiellement se dire que c'est un peu ferme. Alors, d'après moi, c'est un choix qui permet d'offrir de la polyvalence à la voiture. Dans quel sens? Je vous explique. En gros, c'est une voiture qui est surprenante sur son côté dynamique. J'en attendais clairement pas autant. Pour être sorti de la Mégane en me disant c'est une voiture sympathique, mais très honnêtement, l'expérience de conduite n'a rien de notable. Je trouve que dans la MG4, il y a beaucoup plus de choses à prendre. C'est vraiment une voiture que j'ai presque envie de qualifier de fun. Évidemment, ça a très rapidement ses limites, mais pour l'utilisateur classique, croyez-moi, je pense qu'il est en mesure de véritablement se faire plaisir au volant de cette voiture et évidemment que l'on prend ce genre d'expérience. Et en fait, je pense que pour offrir ça, pouvoir rouler à bon rythme dans une voiture qui se tient plutôt bien, ils ont été obligés d'avoir une suspension un plutôt ferme, en tout cas un poil ferme, parce que dès qu'on commence à vraiment rouler fort, et bien là on retrouve un petit peu de souplesse qui est un petit peu le positionnement réel de la voiture. Le seul truc, c'est que évidemment, pour pas que ce soit complètement non maîtrisé et qu'on ait une voiture qui rebondisse dans tous les sens, faut un peu de fermeté pour maîtriser au mieux la voiture à petit rythme, mais également à haut rythme, à gros rythme, à petit rythme dynamique. Il faut d'ailleurs noter que la voiture est une propulsion. Et je vous le dis parce que pour les clients qui seront novices, ça peut être un petit peu surprenant. Pourquoi ça peut être surprenant? Tout bêtement parce que ça veut dire que c'est la puissance, le train arrière qui envoie la puissance pour faire avancer la voiture. Donc dans certaines situations, sol mouillé, un petit peu de gravier, si vous mettez un gros coup de gaz, et ben vous avez votre popote arrière qui va partir un petit peu en danseuse. Alors, les assistances sont faites pour que tout se passe bien. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas en danger. Mais si vous n'avez pas l'information, et c'est pas impossible que personne ne vous le dise, eh bien, ça peut surprendre un petit peu. Les assistances couperont assez rapidement, mais si vous êtes bourrin, ça pourra partir un petit peu fort et du coup, il faut le savoir. C'est vraiment important. Mais cette voiture est bien trop agréable à conduire. Alors, les amis, on va être dans une situation intéressante avec cette petite MG4. Vous le voyez, je suis dans le trafic lyonnais sur le périph' et ça va nous permettre de tester certaines assistances de conduite, notamment le maintien dans la voie et le régulateur adaptatif qui... Alors attendez, il y a une petite voiture agressive derrière moi, je vais passer à droite. Ah non, je ne peux pas aller à droite. On va du coup aller sur la voie qui se trouve ici si je le peux. Attendez, ok, je peux y aller. Et donc, on va réactiver le maintien dans la voie qui est très au courant qu'il y a une voiture devant nous comme vous pouvez le voir, et là mes lignes bleues s'affichent. Quand les lignes bleues s'affichent, la voiture me fait comprendre qu'elle est au courant qu'elle est dans une voie et elle va faire en sorte de maintenir cette voie, ce qui veut dire que je n'ai pas à avoir les mains sur le volant. Alors en réalité si, c'est juste pour vous montrer que c'est la voiture qui contrôle. Alors comment j'active ce système? Tout simplement en appuyant sur le bouton volant qui se trouve sur la partie gauche de mon volant. Si je rappuie un coup, ça se désactive, et si je rappuie, vous voyez, hop, il prend la vitesse en cours, et après avec le petit joystick je peux monter pour lui indiquer que je veux être à 90. Là on va être dans une portion à 70, je crois qu'il y a un radar bientôt. Et globalement, regardez, là ce n'est pas moi qui tourne le volant, c'est véritablement la voiture. Elle sait très bien faire. Le truc à noter, c'est qu'elle sait particulièrement bien faire s'il y a une voiture devant elle.
parce que ça lui permet certainement de vraiment calculer précisément où se placer et aussi de stabiliser sa vitesse. Parce que ce que j'ai pu noter, et je sais pas, je sais qu'on va accélérer un petit peu derrière, en fait ce que j'ai pu noter c'est que quand on roule plus vite, à 130 km/h par exemple, la voiture est moins stable dans son système d'assistance. C'est-à-dire que vraiment, on peut ressentir les micro-corrections qu'elle va faire, au sens où, clairement, tu sens, c'est logique que la voiture essaye de se maintenir dans sa voie, mais sur la MG4, on sent vraiment des petits à-coups que votre corps peut ressentir. Ce qui fait que logiquement, c'est pas aussi agréable qu'une voiture qui est posée dans sa voie, et même si elle fait un travail important pour rester ajustée, vous ne le ressentez pas physiquement. Là, on sent vraiment des micro à-coups qui font que, en termes de confort, c'est certainement, logiquement, en dessous de la concurrence. Maintenant, la vraie réalité, c'est ça. C'est que là, par exemple, je suis dans le trafic. Admettons que je rentre du travail. Admettons que je suis au petit matin, je vais au travail, ou je vais simplement faire mes courses. Eh bien, là, la voiture fonctionne parfaitement. Elle détecte une moto qui n'existe pas. Par contre, elle a bien conscience qu'il y a une voiture devant moi. Et vous allez voir, le détecteur d'angle mort ici va indiquer qu'une voiture arrive. Et théoriquement, elle ne l'affiche pas. Et ça va être le petit paramètre hasardeux. L'écran qui vous indique un petit peu ce qui se passe autour de la voiture n'est pas au même niveau que chez la concurrence. Pareil là, vous voyez, il y a une moto pour elle et puis hop. Vous voyez par moment, si elle a conscience que la voiture est devant moi. Et oui, elle vient de le faire à l'instant, les freinages du régulateur de vitesse sont costauds. Il faut être honnête, ils sont pas aussi progressifs et doux qu'on souhaiterait qu'ils le soient. C'est-à-dire que vraiment, elle fait bam, ça vous fait un peu bouger le corps. Ça, c'est les petits éléments qui font que si vous êtes un gros aficionados de la conduite assistée, il faut savoir que la voiture n'est pas au même niveau, par exemple, qu'une Mégane. Que certes, vous paierez plus cher par contre. Donc après, il y a quelque part des petits sacrifices à faire et on espère que MG est au courant et fera en sorte que avec le temps tout cela s'optimise et devienne bien plus fin en termes de réglage, parce que honnêtement ça fonctionne, c'est juste que il faut être honnête, c'est encore en dessous de la concurrence sur ce niveau là, même si par exemple rouler à 130 km/h quand on a le contrôle, c'est pas un problème, la voiture sait faire. Le seul point à noter, c'est que je trouve qu'en termes de stabilité, j'ai un peu l'impression que l'arrière se mouvoie un petit peu à haute vitesse. Et ça, j'arrive pas à identifier le pourquoi du comment. Et pareil, à un moment, il y avait de fortes bourrasques de vent. Et clairement, la voiture avait une prise au vent qui est bien plus sensible qu'un véhicule classique. Est-ce que ça m'a gêné? Est-ce que ça m'a empêché de faire un trajet conséquent avec la voiture? Non, vraiment pas. Mais globalement, c'est des informations importantes à connaître pour faire le choix d'un véhicule peut-être plus économique que d'autres, avec certainement des raisons pour cela. Bon et les amis, il va falloir qu'on parle un peu tarif. Je le fais pas forcément tout le temps, mais sur la MG4, c'est important d'observer un peu la concurrence. Faut se mettre en tête qu'une version standard de base vaut 30 000 € sans bonus écologique, soit 25 000 € avec le bonus. Et admettons même que vous ajoutez la prime à la conversion, vous êtes à 23 000 €, qui est un prix très intéressant quand on sait que la concurrence, par exemple Mégane électrique, en prix de départ sans bonus, on est à 38 000 €. Une Volkswagen ID3, c'est 42 990 € et une Cupra Born, c'est 44 600 € prix de départ sans bonus. Et il devient intéressant à ce moment-là de regarder combien vaut notre MG4. Ici, on a une version qui vaut de base 35 990 € et en l'occurrence, sur la version de notre essai, on avait deux options. La peinture orange qui valait 650 € et l'intérieur gris qui valait 650 € pour un prix total de 37 290 € sans bonus écologique. Donc on reste à des prix inférieurs aux véhicules prix de départ de la concurrence. Et vous ajoutez à ça le potentiel bonus écologique disponible en 2023 et vous êtes à 32 290 €, soit un prix inférieur au prix de départ des trois véhicules concurrents que je vous ai cités. À noter qu'on parle d'une finition qui offre pompe à chaleur, siège avant chauffant, volant en cuir chauffant, caméra 360, navigation en temps réel, chargeur sans fil, siège conducteur réglable électriquement, siège simili-cuir et aussi surveillance des angles morts, des éléments qui sont des options sur les véhicules concurrents. Et juste pour la curiosité, je suis allé voir ce que vaudrait une Mégane électrique équivalente en version EV60, 220 chevaux, supercharge B, qui n'est pas le niveau optimal de charge, mais on est sensiblement équivalent à la MG4 proposée ici. A noter qu'en plus, il faut ajouter le pack confort, le pack city et la pompe à chaleur pour être avec des options équivalentes. On est à un prix de 45 000 € versus 37 290 €. Donc, sensiblement, on a 7 à 8 000 € parce que, rappelez-vous, j'ai rajouté la peinture et l'option intérieure sur ma MG4.
7 à 8 000 € de différence. Vous me direz ce que vous en pensez les copains, mais oui, c'est des éléments qui sont à prendre en compte, c'est des éléments qui font la différence, surtout quand vous prenez en compte toutes les informations que j'ai données dans cet essai. Alors, par contre, le point important à noter, c'est que là, on parle du bonus en 2023, qui favorise tous les véhicules de la même manière. En 2024, ce sera différent. Donc si vous étiez en train de vous poser la question, est-ce que j'achète une MG4 et que par hasard je suis en train de vous convaincre, allez en concession avant le 15 décembre parce qu'après le bonus il sera plus valable. Voilà les informations. En 2024, si je peux, je vous ferai une mise à jour au besoin. Mais tout ce que je vous aurais dit sur l'expérience à bord d'MG4 ne pourra potentiellement que s'améliorer à travers des mises à jour et à minima ne pas diminuer. Et il faudra se renseigner sur les prix et les bonus où on en est. D'ailleurs, un petit point sur la consommation. Au global, dans mon utilisation, là, si je regarde l'ordinateur de bord, je suis à 18,3 kWh au 100 km, ce qui est un petit peu haut. Mais en réalité, il faut se mettre en tête que je suis dans un endroit, petite Mégane 4 en face, où en fait, on conduit plutôt rapidement. Je ne suis pas en ville, je suis en périphérie urbaine et du coup, majoritairement, on a de la route à 90 ou de la route de campagne. Donc, en général, quand on n'est pas dans le trafic, eh bien, forcément, on roule un petit peu, on se fait plaisir. C'est d'ailleurs un des plaisirs que j'ai à rouler ici et à ne pas être en région parisienne. Et c'est vraiment agréable d'avoir une voiture comme ça, en autonomie. Parce que c'est plus comme ça qu'il faut le voir, c'est en autonomie qu'il faut parler. Pour ma part, j'étais entre 300 et 350 km d'autonomie constatée. Très honnêtement, je pense qu'on peut aller chercher les 400 bornes si par exemple on est comme les gens à ma gauche et qu'on est dans le trafic assez souvent ou qu'on roule à un petit rythme, qu'on fait des trajets le matin pour aller au travail, des trajets le soir pour rentrer du travail, quelques allées chez la famille et faire ses courses, eh bien on peut aisément faire 400 bornes d'autonomie avec cette voiture. Et sur autoroute, ce n'est pas la voiture la plus économe de son segment, clairement, mais c'est honnête. Je crois qu'on pourra taper grosso modo 300 bandes sur autoroute, mais évidemment il faut prendre en compte les recharges, etc. Donc tabler sur un petit 250-270 km sur autoroute en étant tranquille avant de penser à recharger. Moi, ce que je note, c'est que dans mon utilisation de la vraie vie, clairement, aucun souci, cette voiture fait trop bien le job. C'est abusé. Je n'ai pas besoin de plus. Honnêtement, 200 chevaux. J'ai failli oublier de vous parler de l'application. Honnêtement, c'est assez pratique. Elle va vous permettre notamment de gérer la charge. Ça, c'est assez cool. Terminer une charge à distance et même la programmer. Ça, c'est vraiment les éléments qui sont les plus importants à mon sens. Vous allez pouvoir potentiellement utiliser la climatisation à distance. Donc là, je suis dans la voiture, donc ça peut pas marcher. La verrouiller, la déverrouiller, c'est pas mal. Et pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez même programmer un voyage à distance puis l'envoyer à la voiture. Ça, c'est assez cool, justement, parce qu'en plus, il n'y a pas de planificateur de charge. Et les amis, on se fait le débrief de fin sous la pluie parce que la météo ne cesse de se dégrader ces derniers temps. La MG4, franchement, après avoir passé un mois avec, je suis vraiment convaincu, surtout en 2023 avec le bonus maximal que l'on peut avoir sur la voiture. Il faudra voir en 2024 comment ça se positionne, mais honnêtement, il y a tout pour un prix qui est juste par rapport à la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a l'espace intérieur, un coffre acceptable, des technologies au point et en plus Android Auto ou Apple CarPlay selon vos préférences. Et en termes d'autonomie, je trouve que pour la vraie vie, ça suffit largement. Comme je vous l'ai dit, 300, 350 km et même environ 400 pour les meilleurs d'entre nous, ça suffit pour le quotidien en fonction, encore une fois, de vos besoins. Mais que ce soit sur le style qui plaît ou pas, ou même principalement sur les atouts de conduite et les atouts de vie à bord, cette MG4 a beaucoup à vous donner. Et à partir de là, évidemment que je vous recommande la voiture pour le moment, en attendant que les constructeurs européens, les constructeurs français se décident à offrir des véhicules à des prix plus raisonnables. Parce que honnêtement, la voiture électrique est un modèle convaincant. Moi, franchement, j'en ai essayé plusieurs. Je vais continuer à essayer d'en découvrir. Et je trouve que c'est une solution qui a son intérêt pour l'utilisation dans la vraie vie. C'est agréable d'utiliser une voiture électrique sous bien des aspects. Et encore plus pour les personnes qui ne sont pas forcément des passionnés d'automobile, qui s'en foutent du moteur qui vibre, qui s'en foutent de tous ces aspects et veulent juste une voiture pratique. Et c'est ce qu'est cette MG4 qui est vraiment la berline compacte moderne comme elle doit l'être. Et clairement, c'est presque une offre qu'on aurait attendue chez Renault. Mais Renault a essayé de monter le jeu et pendant ce temps, MG prend la place. Donc, honnêtement, je recommande.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère qu'on ira voir par exemple une version standard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette MG4. Et aussi, il faut que je vous fasse une vidéo bien longue au volant pour les acheteurs potentiels, les futurs clients, parce que ça peut être intéressant d'avoir une sorte de mode d'emploi pratique de la voiture. Bref, j'espère que ce long essai vous a plu, que je vous ai donné un maximum d'informations. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.